14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. La musique adoucit nos mœurs, telle pourrait être la devise de cette émission aujourd'hui, puisque en effet nous allons revenir sur les chansons en compagnie de Christophe Médicis à l'occasion de son dernier livre dans lequel il nous prouve bien que notre vie est jalonnée par des chansons qui se sont imprégnées dans notre cerveau. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il suffit d'en entendre quelques notes pour aussitôt être dans un moment de nostalgie. Pourquoi la musique a-t-elle une si grande influence ? Eh bien, je crois qu'elle touche d'abord nos oreilles, certes, mais le son est également un facteur essentiel dans notre construction. La musique, c'est également une capacité de vibratoire dans notre corps, et ce n'est pas pour rien qu'à l'époque des guerres, quand les soldats marchaient vers l'ennemi, eh bien, ils marchaient au son du tambour, et ça les galvanisait. Et puis, il y a également les chants religieux qui ont un effet extraordinaire. Et puis j'ajouterais aussi les transes chamaniques qui permettent de monter dans des sphères supérieures. Donc je crois que c'est vraiment important d'écouter de la musique, de se remémorer nos chansons d'amour, celles qui ont marqué notre vie et celles qui a marqué peut-être votre couple, la chanson sur laquelle vous avez dansé votre premier slow, même si je sais que les slows ne sont plus tellement à la mode, ou en tout cas la chanson, on a tous une chanson qui a marqué notre vie amoureuse et c'est peut-être de ça dont on va pouvoir parler aujourd'hui. En tout cas, si vous en avez envie, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Christophe Médicis. Bonjour Brigitte. Alors, vous avez écrit un livre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie, c'est aux éditions Lanor, hein. Et dans ce livre, vous proposer aux lecteurs de choisir des musiques, des chansons françaises de préférence qu'ils ont aimées. Et grâce à ces différentes chansons, ils le découvriront dans votre livre, ils peuvent en savoir plus sur leur désir, leur mission de vie, en quelque sorte. Alors moi je pars de l'idée que tout être humain arrive au monde avec une mission de vie, et puis depuis très longtemps, avec mon co-auteur, parce que j'ai co-écrit ce livre avec le psychanalyste junguien Philippe Mazet, on est amoureux de la chanson, et plus précisément de la chanson française, Brigitte, c'est vrai, peut-être parce que c'est notre langue maternelle en tout cas, et comme beaucoup de ceux qui nous écoutent, évidemment, on a la playlist de notre vie, on a la bande-son de notre vie, et évidemment, toute chanson peut être référée à un moment de notre vie, et notamment à une histoire d'amour. Pour préparer l'émission, parce qu'on se dit que nos histoires d'amour, elles n'ont pas toutes la même saveur, elles n'ont pas toutes la même sonorité, j'ai vu qu'il y avait une étude qui était sortie il y a 1 an, quasiment jour pour jour, de Canadiens, qui demandait à plus de 5000 personnes quelles sont vos 7 chansons d'amour préférées. Alors ils le disaient, et ils se sont rendus compte qu'il y a 3 types d'attachements amoureux, et que par rapport au choix des chansons d'amour que disaient les gens, c'était complètement en phase avec leur manière d'aimer quelqu'un. C'est incroyable. Alors les 3 attachements qu'ils disent, eux, dans l'étude, c'est 1, l'attachement anxieux, 2, l'attachement évitant, 3, l'attachement très sécure. C'est ça, oui. Et alors, suivant la chanson, prenons des types de chansons françaises, comme par exemple « Je suis malade ». Moi qui suis plutôt de l'attachement anxieux, ça va pas étonner beaucoup de ceux qui nous écoutent. C'est une de mes chansons préférées, « Je suis malade » de Serge Lama, de chansons d'amour. Et évidemment, c'est pour les anxieux. Je suis malade, le gars, il se demande quand elle va venir, t'arrives, on ne sait jamais quand, tu pars, on ne sait jamais où. Enfin, il vient d'en faire. Bien sûr. Les chansons c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça peut être un petit test pour ceux qui nous écoutent. Suivant vos 3 chansons d'amour préférées, vous allez savoir si vous avez plutôt un attachement sécurisant, anxieux ou évitant. Je rappelle que le sécurisant, c'est qu'on est tranquille en général dans la relation amoureuse. L'anxieux, c'est que on a toujours peur d'être quitté, en gros. On est un peu abandonné. Et évitant, on a du mal à s'engager, ou alors on fuit, ou alors on s'engage mais on va quitter. En fait, il n'y a qu'un seul attachement qui est positif, évidemment. Exactement. Ceci dit, on voit bien, alors, là, ce qui était final dans l'étude, Brigitte, qui dit que depuis quelques décennies, des 3 attachements, celui qui est le plus en plus en train de se développer, c'est l'attachement évitant. Ce qui voudrait peut-être dire quelque chose, c'est que l'attachement évitant, ont-ils découvert dans leur étude de 5000 personnes, et c'était celui qui devenait exponentiel. C'est-à-dire, les gens s'engagent de moins en moins, fuient, partent. Le docteur Leleu parle bien de séparation Kleenex, peut-être que c'est lié aussi aux applis, aux histoires d'amour via Internet, où boum, on prend, on laisse, le ghosting complet. On connaît tous ça, Brigitte, en ce moment. Mais ce qui est intéressant avec la chanson, je pense, Moi, j'ai pensé à une chanson, voilà, quand je prépare l'émission pour nous aujourd'hui, et je pensais à cette chanson, une simple mélodie.
de Paul Naref. Il dit exactement ça. Il dit, à chaque fois que je l'entends, ça me rappelle notre histoire. Et une simple mélodie, pour vous tous, pour nous tous, ça vous rappelle votre amour de vos 18 ans, votre première histoire d'amour. Une simple chanson fait revenir un côté proustien là-dedans. C'est toutes les mémoires. Mais je crois que, avant de donner évidemment la parole à ceux qui nous écoutent, je crois qu'il faut quand même rappeler que de toute façon, la musique, elle a existé certainement depuis que les premiers hommes sont apparus. Parce que, alors après, ils devaient taper avec des baguettes, ils devaient taper sur des pierres, enfin je ne sais pas. Hein, ils tapent sur des bambous et ça fait numéro 1. C'était peut-être des bambous, oui. Parce que enfin, on a besoin de son et je ne sais pas si vous le savez, mais la pire des choses quand on perd un sens, c'est l'ouïe. Ah, ça m'étonnerait pas. Parce qu'on est justement dans un monde de silence qui est terriblement angoissant. Et donc je suis pas, enfin je suis certaine que dès le départ, l'humain a fait du bruit. L'ouïe est pire que la vue. Oui, dans le VACOG de PNL, largement. Largement. Et d'ailleurs, le perdre la voix est pire que la vue. Hein. Oui. C'est pas drôle de devenir aveugle, bien sûr, mais c'est pas la pire perte. Alors, vous avez parlé de notre livre. C'est vrai qu'on a créé une méthode de thérapie qu'on appelle la mélothérapie. En fait, ça vient du grec mélos, qui veut dire chant cadencé, et thérapie, évidemment, thérapein, le soin. Et nous, avec Philippe Mazet, tout de même, on passe l'accent. C'est la différence avec la sonothérapie, la musicothérapie. C'est que l'idée, c'est que pour nous, ce qui compte le plus dans notre travail avec les gens, c'est les paroles. C'est pourquoi ce passage, pourquoi cette chanson vous parle le plus. C'est plutôt les paroles. Donc, oui, on s'attache aux paroles. Mais j'essaye d'élargir un peu le débat durant ces 2 heures. Je crois que ce qui est important à comprendre, c'est qu'en effet, la musique est importante, mais on sait aussi, par exemple, que le fait de chanter est quelque chose qui va aussi libérer notre part d'enfant, on va libérer aussi des émotions. Et d'ailleurs, les chorales font énormément de bien. C'est un petit peu comme une thérapie de groupe, la chorale. Vous avez vu, quand on démarre une histoire d'amour, on a très envie de faire ça. Quand on est en phase de séduction, on s'envoie sur WhatsApp mutuellement les chansons d'amour. Alors au début, c'est pour séduire. Alors, on a chacun, moi je sais que quand j'aime une femme, j'aime bien lui envoyer La Rose et l'Armure de Antoine Elie, parce que j'adore cette chanson. Ou alors Parce que c'est toi de Axel Red, parce que je trouve que voilà, ça voudrait dire, est-ce que toi et moi on est une évidence? Je pense que tous ceux qui nous écoutent doivent faire souvent, enfin beaucoup de gens. Je sais pas, mais en tout cas c'est une belle manière d'envoyer un message d'amour en se servant d'une chanson. C'est beau. Oui. Peut-être que c'est un peu romantique, mais je suis un romantique. Non, c'est une manière habile d'envoyer un message. Je pense. Vous vous rappelez le film qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelait Si on chantait? Ils envoyaient à des gens à leur anniversaire, ils les louaient, ils leur payaient leur service et ils venaient chanter à la fiancée ou au mari pour son anniversaire. C'était avec Chloé. C'était pas mal comme film. Si on chantait, tout le film c'était des chansons qu'ils allaient montrer à des gens. J'avais trouvé ça super, moi. Et est-ce qu'on pourrait dire la même chose sur des chansons qu'on déteste, par exemple, Christophe, ce serait... c'est une bonne question. Non, et imaginez qu'on s'envoie, ça m'est arrivé 2-3 fois, la fille, donc je lui envoie des chansons et elle m'envoie des chansons. D'abord, on peut découvrir des chanteurs et des chanteuses, d'accord? Moi, à partir des années 2010, je suis à l'ouest. Je veux dire, c'est pour ça que j'aurais pas pu faire N'oubliez pas les paroles. Et certaines fois, vous tapez dans le mille, Brigitte, on m'envoie des chansons, je déteste. Mais je déteste, par exemple, on dit des noms. Non, mais enfin, c'est comme ça, hein. On aime ce qu'on aime, Moi, je déteste l'univers de Benjamin Biolay. C'est comme ça, je déteste. Pour moi, ce mec dégage un truc et ses chansons. Et il y a des filles qui en sont folles, faut dire la vérité. Alors, est-ce qu'elles sont folles de son physique, elles aussi? En tout cas, moi, je comprends rien à ce qu'il chante. Allez, je vais être honnête, non, mais je comprends rien. Et 2, moi, j'y suis cash, hein. Voilà. Et alors, quand des filles m'envoient du Benjamin Biolay les premiers jours pour séduire, moi, ça me fait fuir. D'accord, pas du tout dans le même imaginaire. Non, mais absolument. Non, mais en même temps, c'est mes droits, non? Alors, ça veut dire qu'en effet, vous n'êtes pas dans le même imaginaire, et donc en tout cas, ça signifie quelque chose, évidemment. Mais c'est peut-être aussi une différence de génération. C'est possible aussi. Je commence à me faire vieux. Parce que vous parliez de Serge Lamatte, Paul Naref. Tout jeune, non plus Biolay. Hein. Attention, c'est pas un perdreau de l'année non plus. C'est pas Orelsan. Vous avez décidé de lui tailler un costume. Non, mais bon. Voilà. Mais c'est quand même pas la même génération que Lama et Paul Naref. Moi, je suis plutôt un homme des années 80, ça c'est clair, 70-80. Donc il faut aussi
Peut-être qu'il y a de ça. Et d'ailleurs, on le voit bien, et ça, je trouve ça très intéressant aussi. On voit que, par exemple, les parents vont emmener leurs enfants voir les concerts de leurs chanteurs adorés. Et souvent, les enfants vont aimer ce chanteur parce qu'ils l'ont découvert avec leurs parents, même si ce n'est pas leur génération, alors qu'ils vont détester un chanteur de la même génération auquel ils n'auront pas été. Donc, on voit bien que c'est quand même... c'est aussi une culture, les chansons qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Bien sûr. Et puis regardez nos parents, ce sont les mères qui nous passent leurs chansons. Nos parents nous ont bien fait découvrir Ferré, Ferrat, Brassens, des gens comme ça. Bon, voilà. Vos parents, hein, oui. Encore une fois, parlez de vous, excusez-moi. Non mais d'accord, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être chez les 20 ans, quand on fait une étude, je pense qu'il y a X moins de 20 ans, tu lui dis Jean Ferrat ou tu lui dis des gens comme ça, tu lui dis Barbara, ils ne connaissent pas. Mais c'est normal. Je veux dire, non, mais ça veut dire que vraiment le temps fait son œuvre. Hein, bien sûr. Après, il reste quand même les grands classiques qui quelque part peuvent passer. D'ailleurs, on voit bien, on reprend les chansons de Piaf, on reprend des chansons aussi qui sont pourtant des chansons qui remontent bien avant encore. Et on a demandé aux Français, là, il y a 2 ans, quels étaient pour eux le top 5 des chansons. Il y en a 3 qui sont des chansons d'amour quand même. Hein. D'ailleurs, dans les 3, il y a Mistral gagnant. C'est une chanson d'amour à sa fille, mais il y a surtout aussi Ne me quitte pas. Qui reste quand même une chanson intemporelle parce qu'elle remonte... Brel reste, et Brel, dans des demi-finales de The Voice, même de The Voice Kids, qui nous ferait remettre en cause ce que nous disions tous les deux, des gamines de 12 ans, en demi-finale, elles chantent du Brel. C'est incroyable. Oui, mais parce que là, à un moment donné, ça devient un classique. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, je crois qu'il y en a une qui est très belle. Je ne pense pas qu'il chante du Tino Rossi. Je crois que vous l'aimez autant que moi, mais non, je ne chante pas Tino Rossi, ni Maurice Chevalier. Mais il y a dans les 5, il y a un Cabrel, il y a L'encre de tes yeux, et c'est peut-être une très grande chanson d'amour, L'encre de tes yeux. Franchement. Moi, de toute façon, j'ai toujours tendance, parce que d'abord, je crois que le peuple, au fond, il a un inconscient collectif qui ne se trompe pas. Donc moi j'ai toujours beaucoup de respect pour un choix qui a été un choix collectif du peuple. Absolument. Parce que quelque part, si ça a touché autant de monde, on est d'accord. Ça veut dire quelque chose. C'est pour ça qu'on aime bien Cyril Hanouna. Et on peut aimer France Culture et Cyril Hanouna. Et il n'y a pas de problème là-dessus. Je vois pas le rapport. Non, mais c'est bien, j'avais envie de le dire. Et deuxièmement, vous savez, c'est pour un petit clin d'œil à Juliette Armanet. Dans le top 5, il y a les lacs du Connemara, Brigitte. C'est juste pour le dire. Mais voilà, on peut aimer Michel Sardou aussi, parce que le peuple encore une fois, on a le droit d'aimer tous les chanteurs qui voilà, je vois pas pourquoi on n'aurait pas le droit d'aimer. Exactement. Moi, j'adore les lacs du Connemara. Le rap, le rock, je ne sais pas moi. Alors, on parle de ça. Encore une fois, ça peut être intéressant quand même. Quand on est en couple, de temps en temps, de se faire un petit tour nostalgique et écouter les quelques chansons sur lesquelles on s'est aimé, on s'est rencontrés. Et c'est un peu ce que j'ai envie aujourd'hui de proposer aux auditeurs. Génial. Puisque finalement, moi je le rappelle toujours, l'amour ça s'use un peu, il faut faire attention et tout ce qui permet de se replonger dans des moments d'amour qui ont été forts, relance l'amour. Donc c'est pour ça que je pense que la chanson est un bon support pour relancer l'amour. Et j'imagine que vous êtes d'accord avec ça. Alors, à 100%. Bon, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. On fait une petite pause et puis dans un instant, on retrouve Lily qui va nous dire quelles sont ses chansons d'amour justement. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Christophe Médicis, dont le livre Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie aux éditions La Nord est un petit peu notre fil rouge. Bonjour Lily. Bonjour Brigitte. Bonjour Christophe. Bonjour Brigitte. Lily. Lily. Je pensais à la chanson tout de suite. Alors Lily, quelle serait la chanson qui vous touche le plus ? Alors moi, c'est la chanson de Zazie, J'envoie valser. Oui. La mélodie, le texte me parle. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais mariée avec un homme qui matériellement m'a sécurisée. Mais c'est vrai que les mots de cette chanson me parlent parce que oui, il y avait que des preuves d'amour, comme dit Zazie, en or plaqué. Et moi j'attendais plus des paroles qui me serrent très fort et voilà pourquoi cette chanson me fait des choses, voilà. Je la trouve très belle.
Donc vous étiez avec cet homme au moment où Zazie sort cette chanson, j'imagine. Alors non, je la connaissais d'avant. J'aimais beaucoup cette chanson déjà par le texte et la mélodie, et par rapport à l'artiste aussi. Mais c'est vrai qu'à cette période-là, cette chanson, elle a fait sens, quoi. D'accord. Voilà. Mais est-ce que c'est toujours ça qui est intéressant? Est-ce que cette chanson, vous l'aimiez et que quelque part, c'est pour ça peut-être que vous avez aimé cet homme? C'est un peu ce que vous vouliez dire, j'imagine, Non, Christophe. c'est ce qu'elle associe avec cette histoire d'amour, cette chanson J'envoie valser. Oui, je l'associe effectivement parce que ça a fait sens. Les paroles collaient parfaitement à ce que je vivais. Oui, mais ce que dit Christophe n'est pas tout à fait ce que je dis. Moi, je dis que quand on aime une chanson, qu'elle nous touche, c'est parce que ça touche notre façon d'être dans l'affect. Et donc, cette chanson qui correspond finalement à cet homme, c'était presque, j'allais dire, un signal fort de ce que vous pourriez chercher ou attendre d'un homme. Exactement. Voyez ? Oui, mais c'est intéressant parce que si en un mot vous disiez à quoi elle fait penser, vous avez dit de l'amour en or plaqué, c'est ça, hein, des mots d'amour en or plaqué, c'est ça ? Voilà. Quel thème positif, c'est ça ? Vous, en amour, vous êtes quelqu'un qui apportez souvent des mots d'amour en or plaqué, c'est ça, Lily ? Non, j'apporte des mots d'amour. Des mots d'amour, c'est ce que vous aviez dit, des mots d'amour. Et lui, vous apportez une sécurité matérielle. On a bien compris. Exactement. Qui à ce moment-là, qui à ce moment-là, dont vous aviez sans doute besoin à ce moment-là. J'étais insécure, oui, à cette période. Et donc, il m'a totalement sécurisée, protégée, coucounée. Voilà. Et après, il vous a pas apporté les mots d'amour dont vous avez besoin, ce qui fait peut-être que ça a mis la relation en péril. Mais mais au départ, vous aviez besoin d'être sécurisé, et donc c'est pour ça que cette chanson et cet homme étaient en concordance. Exactement. Et Lily, à chaque fois, vous n'êtes plus avec cet homme. Je ne suis plus avec cet homme. Vous n'êtes plus avec cet homme. Donc à chaque fois que souvent en tout cas, quand vous réentendez, même par hasard, cette chanson de Zazie, ça remonte, n'est-ce pas ? Beaucoup de mes souvenirs remontent. Je repense à tout ça, et et je me dis qu'effectivement Zazie avait totalement raison. Déjà. Et est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous recherchez peut-être encore un homme qui pourrait vous sécuriser ou pas ? Non, cette chanson je l'écoute encore et elle me donne beaucoup d'émotions parce que c'est exactement ce qui est pour moi l'amour. Donc en plus de la mélodie qui est prenante, j'aime la réécouter. Ça me rappelle pas des mauvais souvenirs, quoi. Mais elle correspond donc toujours quand même à ce que vous attendez de l'amour. Exactement. Donc ça, on voit bien qu'une chanson qui nous marque vraiment, elle parle de nous, quoi. Elle parle vraiment de nous, et elle parle de choses profondes de nous en plus, vous voyez, parce que je rajouterais aussi peut-être, je vous pose la question Lily, peut-être je peux être à côté de la plaque, mais je suis persuadé que vous aimez beaucoup l'univers de Zazie et que vous vous sentez proche de cette chanteuse. Complètement, depuis ce début. Ça a du sens, Brigitte, aussi. Il y a la chanson, et généralement, souvent quand même, quand on aime une chanson, on n'aime pas qu'une chanson d'un chanteur. On se sent proche de ce chanteur et cette chanteuse. C'est très rare d'aimer qu'une chanson d'un chanteur, tout de même. On se sent proche de son univers, on s'identifie à elle ou à lui, et ça fait sens. C'est vrai. Et pourtant, cette artiste est très, très mystérieuse dans sa vie. Mais quand on écoute, moi, je me reconnais en elle dans ses textes, en fait. Tout à fait. Oui, là, en même temps, on pourrait presque élargir. Vous vous reconnaissez dans cet artiste. Ça pourrait être aussi un acteur, un écrivain. Enfin, on est là, on dépasse aussi le côté musical, évidemment. Merci Lily de cet échange, et on va continuer bien sûr avec vous. De mieux comprendre, et puis comme ça vous pourrez ce week-end réfléchir aux chansons que vous aimez et ce que ça peut dire de vous. Mais dans un instant, c'est Fleur Chérie qu'on va retrouver pour notre Sexy News, qui va nous parler de nos ex, tiens, justement, qui peut-être, alors là peut-être qu'on déteste certaines chansons si elles nous rappellent l'ex. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Christophe Médici, nous retrouvons Fleur Chérie. Bonjour Flore, vous avez envie de nous parler de votre chanson préférée? Non, pas
forcément de ma chanson préférée, mais j'ai envie de vous parler, par exemple, des Shakira et des Miley Cyrus. Elles viennent de sortir des tubes musicaux pour parler de la rupture avec leur ex. Je vois que Christophe acquiesce, donc vous n'êtes pas si vieux que ça, vous voyez, vous avez les tubes après 2010. Est-ce qu'il est si facile de faire le deuil de sa relation quand on se connecte tous les jours sur Instagram et sur Snapchat? Cette question, c'est l'Institut de sondage IFOP qui se l'est posée et c'est assez éclairant sur ce qu'il se passe après nos ruptures amoureuses. C'est pas la première fois d'ailleurs que cet institut sort une étude pour montrer à quel point les nouvelles technologies modifient nos relations amoureuses. On avait déjà parlé par exemple de l'intelligence artificielle qui impactait la façon dont on se rencontrait, ou encore l'espionnage via le téléphone portable qui est de plus en plus courant dans les couples. Mais des nouvelles tendances liées à la rupture amoureuse naissent aussi ou à cause de ces nouvelles technologies. Par exemple, 75% des moins de 35 ans reconnaissent avoir recours aux réseaux sociaux pour susciter la jalousie de leur ex. C'est malin. Après une rupture amoureuse. Alors, ça peut passer par poster des photos où l'on va feindre d'être très heureux plus que dans la réalité. C'est beau, publier des images où l'on affiche une intimité avec une autre personne. Ou plus vicieux encore, mettre des commentaires et des likes sur les posts des amis de son ex. Vous savez comment ça s'appelle tout ça? Défiance dans les cercles d'amis. Dites-moi. De la manipulation. Oui, c'est typiquement des stratégies de manipulation. Mais voilà, à l'époque de Diams et de Vita, on assumait clairement la vengeance envers son ex à coups de batte de baseball dans le pare-brise de la voiture. C'était difficile le temps d'une nuit, puis on passait à autre chose. Là, la guerre avec son ex se fait beaucoup plus longue et de façon beaucoup plus sournoise. Et alors, ce que le sondage nous apprend, c'est que les femmes ont plus tendance que les hommes à couper nettement leur relation virtuelle avec leur ex. Par exemple, à le bloquer sur les réseaux sociaux ou à retirer les images publiques sur leur compte. En revanche, sur la question spécifique de la vengeance ou de l'espionnage, on pourrait penser que c'est très féminin et les chiffres nous montrent le contraire et de façon significative. Les hommes sont plus nombreux que les femmes, par exemple, à regarder régulièrement si leur ex est connecté sur les réseaux sociaux. 61% des hommes le feraient contre 54% des femmes. C'est un peu pareil. Là, ça se ressemble. Plus important, à créer des faux comptes d'espionnage sur les réseaux sociaux. 39% des hommes l'auraient déjà fait contre 22% des femmes. Ou encore à dénigrer leur ex en ligne pour lui coller une mauvaise réputation. 40% des hommes l'auraient déjà fait contre seulement 14% des femmes. Le pire étant bien sûr atteint sur le revenge porn. 38% des hommes auraient déjà envoyé des photos de leur ex dénudées à des tiers, sans le consentement de l'ex bien sûr, contre seulement 14% des femmes. Voilà, c'est des chiffres que je trouve assez intéressants et qui nous rappellent donc que le jeu des réseaux sociaux n'est pas aussi innocent et inoffensif qu'il en a l'air. Moi, je trouve ça très triste parce que c'est quand même, d'abord c'est de la manipulation, puis ensuite c'est violent, quoi. Et je trouve qu'il y a une forme de violence. Et puis c'est une violence qui n'est pas forcément dite, qui n'est pas forcément claire. Bien sûr. On ne sait pas trop ce que c'est un like, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il y a cette idée de la vengeance. C'est-à-dire que ça dépend qui a quitté qui. Et quand on est quitté alors qu'on a voulu rester, on aurait aimé continuer. Il n'y a pas de raison de se venger. On est bien d'accord, mais c'est ce qui se passe là, Brigitte. Non, mais ça montre bien d'abord beaucoup d'immaturité, me semble-t-il. Parce que l'amour, on le sait, c'est pas. Et ensuite, ça montre à quel point on supporte plus que l'autre ne fasse pas ce qu'on a envie qu'il fasse, et donc on se venge, on essaye de le dépresser. Mais on utilise les nouveaux médiums et ça, c'est les réseaux. Et les réseaux, oui, mais je ne suis pas sûre que la mentalité était la même avant. Donc vous pensez que ça a empiré, vous? Je pense que ça peut aggraver le phénomène, oui. Ouais. Et surtout que si on est dans une rupture avec son ex, on est dans une phase normalement de deuil, et une des façons de bien gérer le deuil, c'est aussi dans une certaine mesure de couper les ponts, de plus avoir d'attache émotionnelle. Là, c'est de la colère. Les réseaux sociaux nous rappellent un petit peu tout le temps. Ce qui aggrave le phénomène, Flore, c'est que c'est une médiatisation. On est tous un média aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On est tous une radio, on est tous une télé. Et c'est l'amplification de la chose qui est catastrophique. Avant, ça ne l'était pas, Brigitte. Mais maintenant, il y a 10 millions de personnes qui peuvent le voir. Et puis ce qui peut être un petit peu sournois parfois, c'est par exemple, vous savez, sur Facebook ou Instagram, il y a les souvenirs qui vont revenir 3 ans, 4 ans, 5 ans après, qui vont nous rappeler des choses dont on n'a pas forcément envie de se rappeler. Ou alors on voit finalement son ex très rapidement dans le partage de messages. Donc les réseaux sociaux peuvent aussi avoir tendance à nous ramener tout le temps notre ex, alors que nous, au contraire, on essaierait de s'en éloigner. Pour faire le deuil, c'est pas parfois plus difficile.
qu'avant. Oui. Bon, en tout cas, ça change les relations humaines, hein, c'est clair. Hein, ça, il y a pas de doute là-dessus. Alors, je voulais quand même vous préciser que Flore Chéri organise à nouveau ce salon de la littérature érotique, et c'est ce dimanche prochain. Enfin, pas 19 novembre. Ouais. Pas dimanche qui vient, mais le dimanche de la semaine prochaine, Génial, le 19 novembre, toujours dans le 20e, à la Bellevilloise. C'est un endroit assez sympathique. Il y aura, comme toujours, énormément de monde, parce que c'est toujours énormément d'auteurs, d'autrices, de gens que vous allez pouvoir rencontrer. Et puis il y aura des jeux, c'est toujours plein d'animations, de petits cadeaux à gagner. C'est toute l'après-midi et une partie jusqu'à 21h. C'est ça, de 15h à 21h. De 15h à 21h. C'est un endroit très atypique et magnifique, la Bellevilloise. Oui, et qui est très beau. On aime beaucoup, avec des petits espaces morcelés. Donc il y a l'espace conférence, on peut être sur sa petite mezzanine à faire un jeu ou faire un atelier d'écriture. Donc ce que j'aime bien, c'est que les participants peuvent être aussi à leur tour un peu auteurs, autrices d'écriture érotique, et dans leur mesure participer aussi à cette noble chose qu'est la littérature érotique. Voilà, donc je précise que c'est donc le dimanche 19 novembre, c'est donc dans le 20e, la Bellevilloise, mais vous retrouverez facilement l'adresse. Bon, merci Flore Chéri. Merci beaucoup Brigitte. Merci. Et on continue avec Fred qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Fred. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Fred. Alors je vais vous demander quelle serait pour vous la chanson la plus érotique. La chanson j'aurais répondu moi Fred. du film Ghost, peut-être. Le film Ghost, c'est-à-dire Alors je connais Ghost, mais quelle chanson dans Ghost? La chanson qu'on entend, la chanson principale, j'ai plus le titre comme ça. Je la connais pas. Écoutez, à découvrir. Oui, moi non plus, je vois pas moi j'aurais dit Je vais et je viens. La fameuse chanson de Gainsbourg, oui, bien sûr. Mais bon, écoutez, Fred, on la connaît pas. Mais on va la chercher. On va la chercher, parce que si c'est érotique, ça m'intéresse. Okay. Deuxième question. Est-ce que vous seriez tenté par le libertinage? Et si oui, pourquoi? Oui. Vous avez déjà été? Fait, on n'a pas fait l'échangisme, mais on était dans une boîte, en tout cas, avec votre copine, donc vous avez été pour regarder, ou vous avez fait quelque chose avec elle? On a fait quelque chose ensemble, et puis pour regarder aussi, c'était pour découvrir. Et une seule fois? 2 fois, on a fait. 2 fois. Jamais 203, donc. Bon, voilà, on attend la 3e. Et une fois où c'était, pardon, je vous ai coupé. Une fois où c'était assez petit, donc voilà, et puis une autre fois où c'était un peu plus important par la taille, du coup, et si je peux dire ça, et du coup, ça nous a plu. D'accord. Et dernière question, à quelle heure de la journée ou de la nuit préférez-vous faire l'amour, ou êtes-vous le plus en forme? Quel est votre réveil heure? Alors ma femme aime bien le réveil. Oui. Moi, j'aime bien le soir, sinon. C'est embêtant, ça. Et c'est encore mieux l'après-midi, comme disaient les petites émissions de télé. Non, l'après-midi, quand on peut, là, en vacances ou des choses comme ça, c'est bien. D'accord, donc en fait, oui, quand vous travaillez, ce serait vous plutôt le soir et elle plutôt le matin, donc ça, c'est un peu compliqué, non? Le matin, non, c'est plutôt le week-end où elle préfère. Mais la semaine, du coup, c'est plutôt... Oui, d'accord, oui. Donc le week-end, le matin, ça peut être la grasse matinée. C'est ça. Ça peut être 10-11 heures. Et quand vous dites le soir, vous, c'est quelle heure? Parce que c'est vague. On veut tout savoir, Brigitte. Moi, si on n'a pas les enfants, ça peut être sympa à l'apéro, par exemple. Après l'apéro. Et puis, si on a les enfants, c'est plutôt, du coup, après le repas. Une fois qu'ils sont couchés, évidemment. Voilà. Et oui, c'est toujours la difficulté quand il y a les enfants. Il n'y a pas trop le choix. Et oui, il faut s'adapter, évidemment. Eh bien, vous pouvez poser une question à Christophe Médicis. Il vous écoute, Fred. Allez-y, Fred. Du coup, je renvoie la question de la chanson préférée, niveau érotique.
Voilà, c'est vrai que j'y ai déjà répondu un peu tout à l'heure, mais je crois que personne n'a jamais autant osé que ce que Gainsbourg a fait avec sa femme adorée, Jane Birkin, parce que dans cette chanson, il y a même elle qui mime. Vous savez qu'au le départ, plaisir. il avait écrit pour Bardot. Hein. Ouais, mais il était fou de Bardot, il avait été On malheureux peut de cette comprendre. rupture. Ouais. Oui, mais finalement, c'est Jane Birkin qui était plus la femme de sa vie, finalement. Et en tout cas, c'est avec elle qu'il a fait la chanson. D'accord, mais il Je avait... crois que Bardot l'a refusé, non, parce que son oui, mari oui. de l'époque voulait pas, Brigitte, Parce n'est-ce pas, c'est ça qu'elle venait de se marier avec Ouais, et lui, il a Golter. été vraiment catégorique, il a mis son veto, n'est-ce pas? Ah C'est oui, pas être ça, bon, attendez, on on peut peut comprendre. comprendre. Mais vous imaginez Vous- Fred, qu'on entendait quand il dit je viens entre terrains, elle fait ça, la fille, quand même. S'il n'y a pas quelque chose de plus érotique que ça dans la chanson française, et dans les années de cette époque-là. Vous imaginez, c'est sulfureux quand même. C'est là qu'il y avait le génie de Gainsbourg, et pour moi, Biolay est un Gainsbourg de prise unique. Oh, arrêtez, foutez-lui la paix. Bon, j'ai des comptes à régler à cause d'une copine à moi. Je je- dirai rien. Je vois ça. Donc la chanson, c'est Je t'aime moi non plus. Hein, pour C'est ça, donner le c'est Je titre t'aime, moi non plus. exact, qui est bien une phrase de Gainsbourg. ça Gainsbourg aussi. était bien un génie, Brigitte. Bien sûr, non, mais bien sûr, mais moi je n'ai Tu avais pas. un peu connu Gainsbourg? Je l'ai croisé, j'ai pas connu parce que dès que je dis que j'ai connu un homme, Tout le monde pense tout que le vous monde avez connu. imagine quelque chose. Alors Oui, connaître bibliquement, comme on dit. non, je n'ai pas connu bibliquement Gainsbourg, mais je l'ai connu. Voilà. Mais c'était sur la fin, donc bon, bref. Merci. Euh, Fred, ouais. Donc merci Fred, en tout cas. Je t'en prie. Et puis, je crois que... Quelle serait votre chanson préférée d'amour, Christophe? Parce que je sais que vous adorez parler de chansons. Alors, moi, il y a vraiment une chanson, je l'ai citée en début d'émission, Brigitte, mais vraiment, Oui, je tous suis ceux qui malade, nous écoutent oui. doivent vraiment découvrir cette chanson, parce qu'elle n'a pas eu tellement de succès. Vous plaisantez? La Rose et l'armure Ah, d'Antoine pardon, Elie. je croyais que vous parliez de Je suis malade. Non, pas Je suis malade. C'est une chanson que j'adore, c'est La Rose et l'armure d'Antoine Elie. Parce que pour moi, Brigitte, c'est une chanson qui a quelque chose de l'univers. Je sais qu'on la partage tous les deux, parce qu'on l'a écoutée souvent ensemble, mais elle a quelque chose de Saint-Exupéry, c'est un chef-d'œuvre. Quand il parle à son nouvel amour, enfin, écoutez tous La Rose et l'armure. Voilà, La Rose et l'armure, c'est d'une poésie. Ce que j'aime dans une chanson d'amour, quand même, c'est qu'il y a de la poésie. Une chanson, c'est quand même de la poésie aussi, et c'est ça qui est beau. Il y a Alors, une chose que... oui, bien sûr, mais malgré tout, ce qui fait le succès d'une chanson, c'est d'abord la musique. Et il y a aussi la mélodie. On ne Parce peut pas que, faire l'économie qu'il y a la mélodie, bien sûr. Si la musique Bien sûr. n'accroche pas l'oreille, ça sera On difficile. voit bien que Jean Ferrat, il a mis des beaux poèmes d'amour d'Aragon. C'était que des poèmes et c'est devenu des chansons parce qu'il a trouvé de belles mélodies qui allaient très bien. Je veux dire, on peut y penser que certains poèmes d'Aragon, que Les yeux d'Elsa, Que serais-je sans toi, c'est un chef-d'œuvre absolu. Ça l'était en poème. Peut-être que ça aurait été moins connu, Brigitte, si Ferrat en avait pas fait une mélodie extraordinaire. On va finir par croire qu'on est dans une émission musicale. Merci Fred, en tout cas. Merci, Fred. Merci beaucoup. Et on va continuer avec Guy qui nous a rejoint. Bonjour Guy. Ah, Guy. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon, on vous entend Guy. Super. Alors déjà, j'ai hâte de pouvoir vous découvrir tous les deux lors d'une prochaine conférence que vous ferez, puisque la dernière a dû être annulée. Ah bah Guy, justement, Brigitte va en parler. On a mis une date. Non, mais c'est pas une conférence que nous allons faire tous les deux, Christophe. Je suis désolée. C'est Christophe qui, mardi prochain à 19h30, vous propose une conférence justement sur son livre Découvrez votre mission de vie grâce à la mélothérapie. C'est une soirée qui sera donc à Paris à 19h30. Il va voir sur le site Christophe Médici. D'accord. Ouais. Bon. Voilà. Et donc effectivement, alors dans le choix de la chanson comme ça d'amour, il y en a tellement. Et effectivement, comme vous disiez à l'instant, la mélodie a vraiment toute son importance. Moi, celle que je veux retenir, c'est celle de Jean-Jacques Lafont, Le géant de papier, que je trouve magnifique, au même titre qu'il y aurait pu y avoir des Miss Rousseau, ce Bachelet dans les années 80. Et on va dire que je n'ai jamais, comme disait Christophe au départ, quand on est avec quelqu'un, on envoie des musiques pour transmettre des messages et tout le reste. Après, je n'ai jamais vraiment ces chansons-là n'a jamais pu correspondre entièrement à une personne que j'ai aimée. J'ai jamais trouvé la femme dont il peut parler dans Le géant de papier. Elle existe peut-être qu'un jour je la découvrirai ou pas, voilà. Mais voilà, vous auriez envie de la découvrir ou pas? Oui, bien sûr, j'aurais envie de la découvrir. Mais alors, excusez-moi, parce que j'ai pas toutes les paroles des chansons en tête, et donc elle serait comment cette femme justement? C'est celle, on va dire, quand on écoute un peu Les gens de papier, c'est quelqu'un qui a son armure, et puis quand il va voir cette femme-là,
tout tombe, on va dire. Il devient vraiment un genre de papier. Il est prêt à se mettre en cadre, vraiment tout ébloui, quoi. Une femme qui ferait tomber votre armure, donc. Est-ce que je peux vous demander quelque chose par rapport à cette chanson? Je la connais bien. Ça tombe bien. Il dit à un moment donné, moi l'homme loup au cœur d'acier. Oui. Alors ça veut dire que vous êtes un peu un homme loup au cœur d'acier, et cette femme-là ferait que vous deviendriez autre chose qu'un homme loup. Oui. Peut-être pas un agneau, mais en tout cas pas le cœur d'acier. C'est ça l'idée? Un petit peu, c'est vraiment de se dire, peut-être, c'est vraiment pouvoir regarder avec des yeux totalement différents. On peut avoir le loup de texte abri, on peut voir le loup avec le regard qui va vraiment y aller, et puis tout d'un coup, comme des fois on peut voir des trucs extraordinaires dans la nature avec les animaux, se retrouver vraiment avec des yeux qui sont un petit peu comme les yeux du chapeauté, on va dire, transformés comme ça et tomber, on va dire, fou d'amour devant la personne, devant ce qu'elle va dégager. Oui, mais est-ce que ça voudrait dire, Guy, d'abord dans ce choix de chanson, puis ensuite dans ce que vous nous dites, ça veut dire qu'au fond, vous avez une grande sensibilité, mais pour l'instant, vous n'avez pas pu ou pas osé ou pas eu envie de la laisser, de vous ouvrir, si je puis dire, à cette sensibilité-là avec une femme? J'ai une grande sensibilité. Je suis en couple depuis quelques années. Mais pour que la chanson corresponde vraiment à cette personne-là, j'ai, comme d'autres chansons, comme Demis Roussos, ou même quand on va parler par exemple de Dalida, Une histoire d'amour, et autres, pour vraiment que la chanson corresponde à 300% à la personne, je n'ai jamais pu vraiment découvrir ça et prouver ça. Et c'est vrai de trouver une personne qui va totalement renverser et de se dire cette personne-là correspond à cette chanson à cette personne-là. À ce jour, je ne l'ai pas vécu. Oui, mais Guy, si je peux me permettre, la femme parfaite comme l'homme parfait n'est pas de ce monde. C'est pour ça que l'histoire d'amour parfaite n'existe pas non plus. Sinon, on est dans une autre chanson qui est, par exemple, Le premier pas de Claude Michel Schoenberg. C'est-à-dire, vous vous rappelez de cette chanson, je le dis à tous ceux qui nous écoutent, ils se regardent, ils s'attendent depuis des mois, et ils n'arrivent pas à aller vers la valeur. Fait est mieux que parfait. On va essayer. Oui, alors je ne sais pas si Guy parle vraiment d'amour parfait. Bon, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médissier est avec nous, psychosociologue, et nous évoquons évidemment la chanson suite à la sortie de votre livre, découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Et peut-être qu'aujourd'hui, justement, on pourrait découvrir la femme de sa vie par la musique et la chanson, Guy. Oui, je crois Guy, que dans votre choix de chanson et dans ce que vous nous en avez dit, je ne suis pas sûre que ce soit l'amour parfait que vous cherchez. Vous cherchez plutôt la femme miroir qui vous permettrait d'être peut-être celui qui se cache au fond de vous-même, non? La rencontrer, peut-être dans un sens aussi. Enfin, je suis quelqu'un quand même de très sensible, mais c'est surtout pendant la pause, je réfléchissais à ça et de me dire être capable d'écrire une chanson comme ça pour une personne. Voilà, en fin de compte, c'est vraiment tout ça quand il écrit sa chanson, c'est vraiment tomber sur une personne et faire tomber, on va dire, peut-être pas toutes les armes, mais se découvrir différemment, être capable justement de passer de loup, d'avoir un cœur d'acier, à peut-être se donner entièrement, totalement. Je le vois aussi comme ça. Mais vous savez, Guy, je crois que ce qui est très beau dans cette chanson, c'est qu'elle montre bien à quel point l'homme baisse les armes quand il rencontre une femme qu'il aime et qui l'accueille dans sa virilité. Et à ce moment-là, l'homme peut s'ouvrir à sa sensibilité et c'est le repos du guerrier au sens symbolique du terme. C'est ce qui est beau. C'est ce qui est beau dans cette chanson, en fait. Oui, ce qui est beau, c'est cette idée qu'il est aussi en admiration devant son corps de femme, et lui, il est capable de se montrer fragile et puis jouer au dur. Et c'est ça qui est beau. J'aime beaucoup cette chanson, moi aussi. Quelqu'un qui peut être très très fort, et puis finalement, devant le corps d'une femme, c'est... voilà, c'est un peu comme les mots. Enfin, je trouve pas forcément les mots, justement, et d'être carrément en admiration sur tellement de choses, et de pouvoir décrire ça d'une personne, je trouve ça magnifique. Oui, mais c'est certainement, d'une certaine manière, c'est certainement ce que vous faites quand vous êtes avec votre compagne actuellement. Vous baissez la garde. Oui, sur certains points, pas sur tous les points comme dans la chanson. Non, mais la chanson, c'est une chanson qui est dédiée, mais c'est vrai que la chanson, c'est comme peut-être la rencontre idéale, pas forcément la rencontre parfaite, mais la rencontre idéale pour peut-être avoir la vie la plus parfaite qui soit, entre guillemets, même si la perfection n'existe pas. Mais mais il y en a tellement des chansons, c'est ça
il y a tellement de chansons, on s'y retrouve. Mais je crois que la majorité des chansons sont des chansons d'amour, hein, de toute façon, d'amour contrarié ou d'amour heureux. Ou de deuil impossible, ou de souffrance. Mais ça parle surtout d'amour, de toute façon, parce que c'est quand même ce qui est le plus important dans nos vies. C'est la grande affaire de la vie, puis les Français sont très romantiques par moments, françaises ou français, donc on adore ça, Brigitte. Ouais. Et puis, il faut dire que certaines chansons aussi peuvent aider à faire le deuil d'une histoire d'amour. On pense à une chanson qui nous a aidé à vivre un deuil qui était dur. Je pense à J'oublierai ton nom de Johnny. Je veux dire, c'est magnifique. Peut-être qu'il dit voilà, j'oublierai ton nom. Finalement, j'oublierai ton nom. C'est pas simple d'oublier quelqu'un parfois qui nous a quittés alors qu'on n'avait pas envie d'être quitté. Et ça aide. Une chanson aide. Et par rapport à ce que vous dites là, je repense à quand j'étais plus jeune, j'écoutais beaucoup Patrick Bruel, que j'écoute toujours, mais il avait un de ses albums, et donc il y avait beaucoup l'histoire d'amour, tout ça. Et finalement, dans les situations que je pouvais traverser, j'écoutais, en fin de compte, il était en train de retranscrire tout ce que j'étais en train de vivre. Et ça permettait d'accepter justement cette situation-là, et de se dire qu'on n'est pas seul. Mais c'est vrai que Bruel, il a toujours su toucher, je trouve, cette sensibilité dans ses paroles, pour dire des choses, en tout cas sur un de ses albums. Et voilà, bon après on va pas parler de Je te promets, de Goldman et compagnie, il y en a tellement, Dalida, enfin voilà, mais c'est vrai qu'on se retrouve dans les tranches de vie et ça nous permet de parfois mieux accepter, de mieux accepter et de se dire quelqu'un a vécu la même chose, qu'il a su retranscrire en chanson et je sais pas, ça fait quelque chose. Et oui, ça nous accompagne, on se sent, ça résonne en nous en fait, je crois, la chanson. Exactement. Pour moi, la chanson, c'est la thérapie des gens qui ne font pas de thérapie. C'est la thérapie des gens qui ne savent pas qu'ils font une thérapie. Ça vous parle, Guy ? Ouais, ça parle totalement, parce que d'une chanson qui peut arriver comme Amir, il l'a sorti, je crois que c'est il y a 2 ans, longtemps, pareil, une chanson d'amour, et là on se dit, mais c'est exactement ce que je ressens, c'est sans forcément s'y attendre, on va écouter une chanson, enfin déjà une mélodie, comme disait Brigitte, on entend une mélodie qui nous fait tilt, des paroles, et là, c'est comme si on mettait tout en question, c'est comme si on mettait tout à plat, et puis là, on se relance. Voilà, ça insuffle quelque chose de nouveau, et puis là, il y a plein de choses qui tournent dans la tête, et après, il faut raccrocher les wagons dans le bon sens. Et j'imagine que quand vous réécoutez, par exemple, vous avez parlé de Bruel, ça vous remémore aussi cette époque de votre vie, peut-être cette femme que vous avez aimée. Ça a aussi cet effet, la chanson, je trouve. Oui, ça remémore le moment. Je me souviens des chansons, où est-ce que j'étais, quand est-ce que j'ai entendu, comment j'étais, que des fois je devais apprendre à l'époque, on va dire, j'étais en train de réviser pour un contrôle, mais je me souviens très bien que j'étais même en train d'apprendre les chansons par cœur de la chanson, tellement ça m'a marqué, plutôt que d'apprendre un petit peu mon histoire géo. Voilà, il y avait des choses comme ça, et après ça reste, c'est vraiment ancré. En tout cas, vous êtes un grand amateur de chansons, Guy, ça c'est sûr. Ah, absolument, oui. Oui. Et vous voyez, c'est pas la même chose avec le cinéma. Moi, je suis une passionnée de cinéma, je regarde beaucoup de films. Il m'arrive de revoir un film que j'ai vu il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, et c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne le revoit pas dans l'état dans lequel on était quand on l'a découvert. Alors qu'une chanson... Pourquoi, Brigitte, d'après vous ? Je ne sais pas, je suis en train de... En écoutant Guy, je suis en train de réfléchir et je suis en train de me rendre compte que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que la chanson marque comme une sorte de tatouage dans notre cœur, ce qu'on a, et nous remet dans le mood du moment où on l'a découverte. Alors qu'un film, on le revoit et c'est drôle parce qu'il y a des choses qu'on se dit, tiens, pourquoi j'ai aimé ce film ? Ou au contraire, tiens, j'avais pas très bien compris ce film. Je trouve que c'est pas la même chose. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Guy ou Christophe. Non, je partage complètement. Guy ? Ouais, moi je suis totalement d'accord parce qu'il y a un film sur lequel j'avais un coup de cœur, c'était L'Arnaqueur, avec Romain Duris et Vanessa Paradis. Quand j'ai vu la première fois, la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé que c'était un film exceptionnel. Il est repassé il y a pas longtemps là sur la TNT. J'ai aimé le voir, mais ça m'a pas fait le... À l'époque, j'avais un petit blog, j'avais écrit un truc dessus, voilà, je me dis, mais c'est dingue comme film. Et par contre, si vous prenez de la musique et vous écoutez avec un casque sur les oreilles, alors un casque de bonne qualité, un Bose ou autre, peu importe, et là, le son spatial dans les oreilles, vous mettez une chanson, mais c'est différent d'écouter à la radio, c'est différent. Quand on l'écoute, on est vraiment centré sur soi, sur vraiment l'écoute spatiale. Ça prend de partout.
Ça prend de temps. C'est pour ça qu'on a créé ce livre. Si vous êtes sur l'île de France, vous êtes le bienvenu, Guy. Oui. Vraiment. D'accord, ouais. Oui, pas de souci. De toute façon, je vous suis un petit peu les différentes conférences. Vous êtes invité par Christophe mardi prochain à 19h30, pardon. C'est le 14 novembre. Voilà. D'accord. Oui, on a déjà échangé par mail par rapport à des conférences. Ah bah venez. Donc, j'enverrai un petit message. Ouais. Voilà, vous êtes invité. Merci en tout cas, Guy. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Avant de donner la place aux infos, c'est peut-être la devinette du jour, Christophe Médicis. C'est quoi une histoire sans queue ni tête? Je sais. Vous me donnerez donc la réponse après les infos. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médicis est avec nous. Nous sommes en train de parler de la musique, des chansons qui ont marqué nos amours, notre vie. Je précise que vous pouvez découvrir le livre de Christophe, justement, découvrir sa mission de vie par la mélothérapeute aux éditions Lanor. Et vous pouvez également aller le voir mardi 14 novembre à 19h30 du côté de la porte de Bagnolet. C'est une conférence justement par rapport à cet ouvrage. La petite devinette, avant de donner la parole à Samuel, c'est quoi une histoire sans queue ni tête? Je donne ma langue au chat. C'est l'histoire d'un eunuque décapité. Le pauvre. Ben oui, sans queue ni tête. Voilà. Bonjour Samuel. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Samuel. Je crois que vous voulez revenir sur les amours d'été, c'est ça? Oui. Ou de vacances? Oui. Moi, j'ai choisi de vous parler oui, les amours de vacances, parce que je trouve que c'est des choses qui sont des bons souvenirs à avoir. Et moi, en l'occurrence, c'était un peu particulier en plus, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager avec mes parents. Et on voyageait en caravane avec une voiture. Et puis, alors c'était dans les années 90, on a eu dans mon village une association avec une ville roumaine dans le nord-est de la Roumanie, en Moldavie, qui s'appelle Dolasca. C'était un village à l'époque. Oui. Et donc on est parti là-bas dans des circonstances... Vous alliez loin quand même avec votre caravane. Ah oui, mes parents étaient un peu aventureux, ouais. Et donc on était... Vous aviez quel âge à ce moment-là? C'était en 94, 95, donc j'avais 17 ans à peu près. D'accord, donc ado. 18 ans, ouais. Et on est arrivé là-bas dans des circonstances un peu spéciales, parce qu'il y a eu une très grosse tempête qui est passée juste avant nous, qui a à peu près détruit toutes les routes. Donc on passait entre les trous qu'il y avait sur les routes, etc. Et puis voilà, ça a été vraiment une aventure assez incroyable. Et puis on est arrivé dans ce village, donc c'était gris, tout était, il faisait plutôt froid et c'était plutôt triste. Faut se souvenir de ce qu'était la Roumanie à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, bon, elle a un peu changé. C'était encore la Roumanie de Ceausescu ou juste après? Juste après, 89, ça finit. Ouais, quand on allait dans les rues de Bucarest, il y avait encore les impacts de balles sur les murs, quoi, donc de la Révolution, donc c'était quelque chose. Et on arrive dans ce petit village, et moi, on arrive chez nos correspondants, hein, on appelait ça comme ça. Ouais. Et puis là, c'était en l'occurrence ma correspondante, et alors là, évidemment, sur le palier de la porte, une merveille. Good food, loves at the first eyes, comme on dit chez les Anglais. Le grand frisson, ouais. Ça arrive, le mouton bien amoureux au premier regard, Brigitte, n'est-ce pas? Quand on a 17 ans, ça chauffe. Ça chauffe, et il a raison. Parfois, ça se passe pendant les vacances, hein, souvent, à l'adolescence. On vit un bel amour, on est fou d'amour à l'adolescence. C'est souvent quand on est jeune, les amours de vacances. Mais ça marque, il a raison. Oui. Alors, continuez, Samuel. Allez, c'est Netflix. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Le prénom, vous vous souvenez du prénom? Oui, encore bien sûr, Anna Maria, mais c'est encore une amie, hein, donc. D'accord. Vous avez dit le prénom? Anne-Marie. Anna-Marie. D'accord, Anna-Marie. Et le premier ou le deuxième jour, on est allé en boîte de nuit, et puis j'étais avec mon frère, et on n'était pas extrêmement bien vus, parce qu'évidemment on était les Français, alors on avait l'argent, etc. Donc on n'a pas été très bien reçus par la gente masculine dans un premier temps.
Puis vous piquez une fille à eux, vous imaginez, non, je plaisante, mais il y a un peu ça dans certains pays, je vous assure, il y a un peu ça dans certains pays. Non, et puis les filles, elles vous regardent évidemment comme le Messie, en tant qu'étranger, tout. Oui, mais au début c'était un peu froid, elles n'osaient pas, etc. Oui, et puis, il se trouve que je me souviens encore que les bouteilles de vodka étaient à 10 francs. Donc on a payé de la vodka à tout le monde dans toute la boîte avec mon frère, et donc on est devenus les copains de tout le monde, et on a passé une soirée extraordinaire jusqu'à l'apothéose avec une chanson dont je me souviendrai toujours du coup, qui est Kill Me Softly des Fugees. Ah voilà, là on est sur la chanson qui vous rappelle ça. Voilà. Et à chaque fois qu'elle repasse, c'est toujours le fond. Ça n'a jamais changé. Oui, c'est exactement ça. C'est que cette chanson marque définitivement dans votre cerveau ce moment extraordinaire que en plus vous aviez 17 ans. Moi j'ai remarqué aussi que les chansons qui marquent notre vie, c'est quand même souvent des chansons de notre adolescence. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on a une espèce de playlist qui nous marque et de laquelle on ne sort pas trop finalement. Oui, on reste très marqué par les chansons de notre adolescence. Pourquoi Parce que c'est une période de fragilité, on se construit. Non, non, c'est pas une période de fragilité, pas forcément. En tout cas, il y a des ados qui sont fragiles, mais pas forcément. Mais c'est une période où on est plein d'espoir, de rêves, où on attend de la vie, mais on ne sait pas quoi. Et quand on a une chanson qui marque notre adolescence, eh bien, ça veut dire que c'était quelque chose de très important dans notre imaginaire d'adolescent. Il y a une chanson très belle d'Elsa là-dessus, que ces rêves d'adolescence, qui parlait comme ça, quelque chose dans mon cœur me parle de ma vie, entre un grand mystère qui commence et l'enfance qui finit. Et c'est vrai qu'il y a plein de rêves à cet âge-là. Et là, en plus, Samuel, c'est à la fois cette rencontre avec Anna-Marie, c'est un voyage quand même assez extraordinaire que vous faites à 17 ans. Vous découvrez aussi un autre monde bien différent de la France. Enfin, donc, et puis vous étiez dans une soirée, j'imagine, assez euphorique. Enfin, donc voilà. Oui. Oui, et puis je voudrais aussi parler le voyage a été extrêmement long, évidemment, mais à l'époque, on n'avait pas d'écran. Moi, j'avais juste un Walkman dans les oreilles. J'avais emmené une trentaine de cassettes que j'avais dans un sac. Et je me souviens de tous ces moments de méditation, en fait, parce que c'était des moments quasiment quand vous regardez au travers d'un paysage qui défile comme ça constamment, parce que voilà, il faut passer le temps. Vous avez le temps de réfléchir, de rêver à plein de choses, comme vous avez dit tout à l'heure, Brigitte. C'est vrai que c'est la porte ouverte à tous les espoirs, et je me souviens comme ça d'avoir fait défiler les albums de Cabrel, de Michael Jackson, de Jean-Jacques Goldman. Voilà, c'est toute la playlist d'une enfance comme ça qui laissait libre cours à la rêverie. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire comprendre à mes enfants aujourd'hui, mais c'est plus compliqué parce que... Oui, c'est certainement plus compliqué parce que les enfants d'aujourd'hui ont leur smartphone et écoutent comme ça, zap. Je pense qu'il y a sûrement... Tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. Donc ça c'est plus compliqué de s'imprégner de quelque chose. Mais bon, je pense aussi que les ados d'aujourd'hui sont les mêmes. Dans leur fonctionnement psychique, c'est les mêmes, même si bien sûr il y a des différences de culture, de société. C'est ça. Ils trouvent sans doute d'autres moyens de rêver. Mais il ne faut pas hésiter, ça peut être une manière de bien échanger aussi avec ces ados. Je ne sais pas si ils sont... oui, ils doivent être ados vu votre âge, si je fais un calcul rapide. Un pré-ado, oui. Oui, pré-ado, mais ça peut être aussi leur faire écouter vos chansons et puis écouter les leurs. C'est aussi une belle manière de communiquer de passer avec un moment de qualité ensemble. Oui, je crois. De se faire partager. Absolument, ça. Oui. C'est le cas parce que l'autre jour je lui ai fait écouter parce qu'il se trouve qu'il aime bien le rap et je lui ai fait écouter le mien.
Mathieu. Je lui ai dit, écoute ce rap. Alors le rap américain que moi j'ai aimé, la bataille entre East Coast, West Coast, etc. Et puis NTM. Et puis il se trouve que NTM il a adoré. Et voilà, maintenant il l'a dans son petit iPod là, je sais pas quoi. Ah, super, c'est bien. Ouais. Et Oui. nos enfants eux-mêmes nous font découvrir des chanteurs et des chanteuses. Oui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas d'ailleurs. Non, c'est pas terrible, Ouais, mais certains. mais moi je trouve important de se tenir au courant quand même, même si on n'aime pas. Alors là, oui, il n'y a rien de mieux que la curiosité, hein, et artistique aussi. Alors ça, c'est sûr. Moi, j'ai un coup de cœur depuis le début de l'année. Voilà, je l'écoute souvent, et c'est Popcorn Salé de Santa. Et voilà, j'adore cette chanson. Ah oui. Et voilà, c'est bien d'avoir de nouveau. Après, je trouve que c'est de plus en plus rare. Quand vous disiez, Brigitte, fort justement, quand on est ado, qu'est-ce qu'on a comme coup de cœur de chanson? C'est de moins en moins plus vieux. Et pourtant, il faut continuer à être à l'affût de ce qui sort. Oui, tout à fait. Oui, enfin continuer, c'est pas une nécessité non plus. Ça dépend du métier qu'on fait. On n'est pas obligé forcément non plus de. Mais c'est vrai que quelque part, ce que je voudrais juste dire peut-être comme ça, c'est que c'est peut-être mieux de se brancher sur des chansons ou regarder des films que de rester scotché devant des émissions. De télé-réalité ou des émissions d'infos. Ah oui, Un peu d'état. Voilà, parce que quelque part, quoi qu'on en dise, dès qu'il y a un petit peu d'art, et dans certaines chansons, c'est c'est vraiment artistique. Bah, ça éveille quand même des émotions, et ça nous fait quand même plus de bien que de regarder je vais pas dire des conneries, mais enfin, il y a quand même. Voilà, je crois que c'est vrai. Et c'est pour ça que depuis 17 ans, il y a une émission qui s'appelle N'oubliez pas les paroles, qui fait près de 3 millions de personnes tous les soirs en prime time quand même. Oui, absolument. À 19h, absolument. Nagui anime une émission qui a près de 3 millions de gens qui écoutent N'oubliez pas les paroles tous les soirs depuis 2009. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut bien dire que la chanson a une vraie place dans la vie des gens, et que c'est chouette de chanter, d'écouter des chansons, voilà. Et puis merci de ce voyage que vous nous avez fait faire, Samuel, et puis petite bise à Anna-Marie qui nous écoute peut-être de temps en temps, qui sait. Peut-être. Qui sait. Oui, il parle très bien français en plus, donc c'était fort possible. Ah bah alors, merci beaucoup Samuel. Merci, Samuel. On va faire une toute petite pause et puis on va continuer avec Laura, qui je crois aussi va nous parler d'amour de vacances ou d'amour quand elle était très jeune. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Christophe Médici est avec nous. Nous évoquons les chansons d'amour qui ont marqué votre vie, vos amours. Et à l'occasion du livre de Christophe, découvrir votre mission de vie par la mélothérapie aux éditions Lanor. Et c'est Laura qui nous rejoint. Bonjour Laura. Bonjour Brigitte, bonjour Christophe. Bonjour Laura. Alors, est-ce que vous aimez la chanson de Johnny, justement, qui s'appelle Laura, hein, je crois. Je crois qu'il avait une fille qui s'appelle Laura. C'était pour sa fille, C'était oui. pour sa fille, ouais. Oui, très belle chanson, c'est vrai. C'est vrai. Oh Laura. Bah, ça doit faire drôle d'ailleurs quand on a comme ça tout d'un coup une chanson en hymne de ton prénom qui porte notre prénom, ouais. Non? Bon, il y a beaucoup de gens qui s'amusent quand ils découvrent notre prénom à dire oh Laura, voilà. Mais vous avez eu les Brigitte. Et elles avaient même dit, je crois une fois que c'était pour vous et Brigitte Bardot qu'ils avaient pris ça. Et Brigitte Fontaine aussi. Et voilà, oui. donc les Brigitte. Oui, mais c'était différent. C'était ça s'appelait les Brigitte. Un groupe. Oui, mais c'était un groupe. C'était pas. Oui, c'était deux, mais c'est un groupe. Ouais. Et c'était pas une chanson qui s'appelait Brigitte. Vous êtes très belle chanson. Oui, c'était chouette. Ouais. Je les avais interviewés d'ailleurs. Alors Laura, vous avez envie aussi de revenir sur l'époque de votre jeunesse, adolescence? Oui, c'était rigolo l'intervention précédente à base de vacances, de caravanes, etc. J'étais pas en Roumanie, mais ça aurait pu. C'est vous, Anna-Marie? Non, même pas. On vous a reconnu, Ça aurait été drôle. Non, mais moi aussi, c'est un doux souvenir de vacances, de petites caravanes et d'amour de jeunesse. J'avais 18 ans, c'est même pas je devais, je les avais tout juste. Je venais d'avoir mon bac et puis ça faisait quelques années que de retour sur ce lieu de vacances sur lequel on allait tous les ans,
je badais un certain garçon qui était un peu plus âgé que moi. Je badais. Alors ça, c'est vraiment un terme du Sud-Ouest. Hein. Oui. Alors vous êtes de là-bas, vous, parce que franchement, vous êtes d'où, à côté de Gers? Je badais. Me voilà grillée. Brigitte, il n'y a que là-bas qu'on dit ça. Bah, je ne connaissais pas ce mais mot. Oui, je badais, mais si c'est sorti Biarritz, Bayonne, Sud-Ouest, non, vous êtes d'où? C'est dans ce coin-là où j'ai fait mes études, effectivement. Ouais. Ouais, mais je ne connaissais pas. Et ça veut dire quoi alors, je badais? Et ça veut dire baver, avoir la bouche qui descend toute seule. Voilà. Texavery. C'est le porter très haut dans son estime sans oser forcément le dire, en fait. À 18 ans, c'est difficile. Hein. On est timide, hein, Laura. Et puis j'étais, au fil des quelques années auparavant, je pense que j'étais vraiment tombée amoureuse de lui. Et puis un beau jour, j'ai osé me déclarer. Ah, et puis, il me tarde, voilà. Vous dites aussi là-bas. Ah, il me tarde. Il me tarde, oui. Et alors? Et alors, c'était très compliqué pour lui parce qu'il était engagé par ailleurs. Enfin bon, c'était pas très facile d'avance. Mais on a longuement parlé. Et puis, il m'a raconté aussi, lui, ses premières expériences et tout ça. Et en fait, on s'est retrouvés un soir dans sa petite caravane. Et puis, il y a cette fameuse musique qui est passée, qui avait... C'était des Eagles, Hotel California. Hotel California. Voilà. Et puis, cette musique, elle a bercé ce moment-là. Pour moi, c'est inoubliable parce que il m'a offert une première fois comme j'en rêvais. Et puis, ça en est resté là parce que c'était pas du tout convenu d'aller plus loin. Mais moi, c'est ce qui m'allait. Il y a des histoires d'amour d'une nuit qui sont plus fortes que des histoires d'amour de 4 ans parfois, n'est-ce pas? Exactement. Oui, mais c'est beau ce que vous nous racontez parce que on sent que vous n'avez aucun regret, vous ne gardez que le meilleur de quelque chose qui aurait pu être triste parce que vous étiez amoureuse, mais c'est pas grave, il vous a permis d'avoir une première fois comme vous en rêviez. C'est beau. Hein. Exactement, de vivre un très bon moment parce que lui, sa première fois avait été catastrophique parce que c'était dans l'empressement. Il n'avait même pas dit à la personne avec qui il était que c'était sa première fois. Donc ça avait été une catastrophe. Et quelque part, je pense qu'il a voulu que je décide vraiment de ce qui allait arriver et que j'en garde, comme vous dites, le meilleur des souvenirs. Et effectivement, je ne regrette pas du tout, pas une seconde. Je re-signe tout de suite pour vivre les choses. Alors Laura, à chaque fois que vous réécoutez Hotel California, tout ça revient. Oui. C'est les images, comme dit Brigitte, ces images d'adolescence, lui, de l'âge. Tout. Tout. Et en plus, c'était la version qu'il avait sur CD d'une version en live. Et si vous la connaissez, elle se termine elle dure pas... 9, 10, 12 minutes. Elle dure hyper longtemps. Mais par contre, quand elle se termine par ta-ta-ta-ta. Et hop, la musique s'arrête d'un coup. Et ça fait vraiment cet effet-là. À chaque fois que je l'écoute, quand arrive la fin de la chanson, il y a ce côté rupture franche et nette à laquelle on ne peut pas couper, qui résonne très fort en moi par rapport à cette histoire. Et là, il y a un petit peu de tristesse, j'imagine, non? Il y a de la tristesse, mais en même temps, comme j'ai pas été bernée ou quoi que ce soit. Oui, non, mais je veux dire, il y a un tout petit peu de, ça devait se finir, ça s'est fini, mais c'est pas, vous n'êtes pas en train de fondre en larmes, c'est pas ce que je veux dire. Non, bien sûr, on espère toujours. Mais j'entends bien que la fin de cette chanson avec cette musique qui clôt vraiment la chanson, ça correspond aussi à comment vous avez vécu cette relation formidable, certes, mais qui de toute façon devait se terminer de manière un peu brutale. Absolument. La chanson, elle est très bien avec ça qui fait écho, avec mon moment. C'est en phase, en fait. C'est incroyable, c'est en phase. Absolument, parce que c'est vrai que quand on écoute les paroles et tout, c'était pas vraiment une chanson d'amour. Tout le monde adore cette chanson, mais quand on écoute les paroles, c'est un peu barré, pardon. Mais là, vous dites quelque chose d'hyper intéressant, Laura. Une chanson qui nous rappelle une histoire d'amour n'est pas forcément une chanson d'amour, mais c'est sur celle-là qu'on a vécu le moment d'amour. Ouais, c'est une belle histoire que vous nous racontez. C'est une belle histoire. Et ça, c'est très important. Là, on a celui d'avant, Samuel, qui nous parle des amours d'été. Vous, c'était l'été aussi. Et c'est toujours une parenthèse où souvent, pas toujours, mais souvent la première fois, Brigitte, que ce soit la première fois des baisers, moi, la première fois, c'était le premier flirt, c'était en vacances. À 13-14 ans, voilà, tu te souviens toujours de ça et tu te souviens des musiques, des chanteurs, bien sûr. C'est fort, c'est fort.
Bon, en tout cas, vous nous avez raconté, ça me touche beaucoup ce que vous nous avez raconté. C'est une belle histoire. Mais elle est encore émue. Hein, vous avez vu, elle était encore un peu émue, Brigitte. Ah Mais- oui. On sent votre émotion. On l'a senti. C'était il y a plus de 20 ans, mais Mais ça, vous avez été émue. voilà, Et vous vous rappelez de son prénom? Oui, bien sûr. Je le dirai pas, mais je peux pas le dire. Oh, c'est un prénom, Laura. Non, mais Non, on parce qu'il était dans la faute quelque part, lui, de son côté. Donc Oui, il y a prescription. Il y a On respecte. Oui, et puis je pense pas que sa femme écoute. Enfin, ça serait s'en plus même. fiche. C'est pas un prénom, à moins que ce soit un prénom terriblement original. Ouais. Bon, mais vous n'avez pas envie Vous de le n'avez dire. pas envie de le dire, Laura. Non, je veux votre choix. respecter C'est son votre secret. C'est notre secret C'est votre absolu. Vous avez tous les deux. raison, ça n'en a que plus de prix de respecter ce secret. Gardez ce prénom pour vous. Vous nous avez offert la chanson, c'est déjà pas mal. Oui, un beau moment. Merci. Vraiment, Il se Laura. reconnaîtra peut-être sur la chanson, ce sera déjà pas mal. S'il écoute, je suis sûre qu'il se reconnaîtra. Et Bon. peut-être qu'à chaque fois qu'il l'entend, je suis très honnête avec vous, il a les mêmes états émotionnels que vous, Laura. J'espère, En pensant à vous. je pense beaucoup que ça l'a marqué aussi. Je pense, vous savez, souvent on est co-auteur et que c'est co-profond. Et donc je pense franchement que pour lui, Hotel California, c'est vous deux. C'est pas je, tu, c'est nous. C'est vrai. Eh ben merci Laura, en tout cas, de nous avoir raconté cette belle chanson et cette histoire. Merci à vous. On va faire une petite pause, Christophe, et puis on se retrouve pour le Love Conseil. Je vais vous parler du fameux sablier quand on communique avec son partenaire. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Christophe Médicis, je vais parler du sablier pour mieux communiquer. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Le principe est simple. Vous savez, souvent, quand on veut parler en couple, on se coupe la parole, on laisse pas l'autre finir, etc. Donc, vous allez utiliser un sablier. Et comme ça, vous serez sûr que votre partenaire ne vous interrompra pas, puisque vous allez laisser le sablier s'écouler et ensuite seulement l'autre aura la parole. Parce que c'est vrai que une des raisons qui fait que la communication est mauvaise, c'est parce que on ne peut pas parler et être écouté. Et quand on sait que de toute façon on ne va pas pouvoir parler, peut-être qu'à ce moment-là, on va mieux écouter l'autre sans éprouver le besoin de le couper pour se justifier. Parce que très souvent, quand l'autre nous parle, c'est parfois quand même un peu pour dire des choses pas très agréables et très souvent le partenaire ou la partenaire coupe et éprouve le besoin de se justifier. Grâce à un sablier, chacun va respecter le temps de parole de l'autre. Mais peut-être quand même une petite astuce, celui qui demande à dialoguer aura le droit à 2 fois plus de temps durant les premiers échanges. Ah, intéressant. Parce que quand on éprouve le besoin de communiquer quelque chose, c'est que généralement il y a vraiment quelque chose d'important. Et voilà, donc ça pourrait être une manière donc de pouvoir se parler vraiment. C'est vrai qu'au début, celui qui doit se taire et qui doit attendre risque d'être ronger son frein un peu. Oui, exactement. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez du mal à écouter. Si vous êtes en train de ronger votre frein, si vous êtes là en train de plutôt regarder le sable qui s'écoule, au lieu d'écouter votre partenaire. C'est pas simple d'écouter. Vous avez une très bonne écoute, mais Claudel avait dit parler est un besoin, écouter un talent. C'est un talent d'écouter. Et tout le monde l'a pas à la base. Ça devrait. Moi, j'ai pourtant beaucoup de travail à faire. Non, vous croyez. J'ai progressé grâce à vous, Brigitte, au fil des années. Alors, il y a une autre solution que le sablier, c'est de prendre un bandeau que vous mettez sur la bouche de l'autre. Et vous savez qu'il y a une variante chez les Africains, quand ils sont ensemble, ils se passent le bâton de parole, et celui qui a le bâton de parole joli, ça, oui. Tiens, et tout le monde écoute jusqu'à celui qui a le bâton de parole le repasse. Dans le couple, c'est une variante du sablier. C'est très juste, c'est très beau. Mais d'ailleurs, en Afrique, ils ont des rituels qui magnifiques, sont très magnifiques, intéressants. absolument. Bon, alors, je sais que vous êtes père, Christophe Médicis, ou papa, Absolument. si vous préférez. Eh bien, justement, on va parler des pères, parce que les temps changent quand même, et on en parle avec vous, Antoine Guédéné. Bonjour. Bonjour. C'est un livre qui s'appelle « Du bon usage des pères », petit guide de l'alliance entre parents. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors, vous parlez quand même beaucoup du couple parental dans ce livre, je le précise, mais vous ne parlez pas que des pères. Et je trouve que
on pourrait comme ça s'attendre à un livre qui fait revenir le nom du père. C'est pas vraiment ça. Je trouve que vous abordez enfin moi ce que j'ai aimé dans votre livre, je trouve que c'est un livre très actuel par rapport à une époque où en effet les hommes changent, les femmes changent, le monde change, et vous apportez un éclairage, j'allais dire presque plutôt positif, mais en même temps, il faut se rendre compte que le monde change. En effet, merci de votre appréciation. Mais je pense que c'est le message que vous avez eu envie de transmettre, je suppose. Ou alors j'ai pas lu. C'est bien d'être père, et c'est un rôle très important auprès de nos enfants. Mm-hmm. Et ce rôle, on peut le tenir qu'on soit un homme ou une femme. Oui, c'est bien ce que vous dites. Par exemple, vous dites à un moment donné, et ça va pas plaire aux femmes, mais c'est ce que vous dites, hein, qu'au fond, le bébé, il va être materné en quelque sorte par celui ou celle qui va s'en occuper quand il est tout bébé, quoi. Donc pas forcément par la mère. Oui. Nous, les hommes, on a les mêmes capacités que vous, les femmes, pour s'occuper des jeunes bébés. Des tout bébés, oui. On est des animaux paresseux, nous les hommes. C'est-à-dire que si vous mettez de garde, nous, on ne va pas se réveiller. En revanche, si on est dans la position d'aide de garde, d'aide de quart, alors vous allez on va garder la vigilance allumée. D'ailleurs, on le voit dans les couples gays, homo, généralement, ça fait des très très bonnes mamans. Hein. Absolument. Donc, mais peut-être aussi qu'il y a encore chez les hommes la croyance que de toute façon c'est le rôle de la femme, qu'elle fera ça mieux, non ? Oui, il y a plus de proximité au début de la vie, parce que effectivement on donne la vie, il y a cette proximité immédiate favorisée aussi par le fait de nourrir un enfant. Mais oui. Là aussi, les hommes peuvent s'occuper des bébés de façon très compétente, surtout quand ils sont en position. Souvent, nous, on a tendance à laisser faire les femmes. Allez-y. Mais quand on est en position de s'occuper de façon principale, on fait ça aussi bien. Alors, vous dites quand même que c'est mieux d'être deux pour élever des enfants, et je crois que c'est bien aussi de le rappeler, aujourd'hui où on a tendance à se quitter quand même un peu vite. Métier impossible, parent, président de la République, psychanalyste. Et psychanalyste. C'est du Freud, ça, qui avait dit oui, ça. Oui. Oui. Et puis vous parlez de cette fameuse alliance parentale qui existera jusqu'au bout, même si le couple se sépare. Oui, ou qui n'existe pas. Oui, bien sûr. Ou qui n'existe pas. Et je pense que c'est effectivement le fil rouge de ce livre que l'éditrice m'a aidé à trouver d'ailleurs. Parce qu'au départ, je voulais raconter un peu mes expériences de 30 ans de pédopsie, et enfin montrer un petit peu comment je réfléchis, comment je fonctionne. Et au fur et à mesure de parler des histoires de rencontres avec des pères, avec des mères et avec des parents, je me suis rendu compte que ce qui est le plus important, c'est effectivement la nature de l'alliance parentale. Qui fait quoi ? Et surtout, le fait, la position de parents ensemble vis-à-vis des enfants. Et c'est ça qui jouait le rôle le plus important dans la santé mentale des enfants et dans leur bien-être. Et en négatif, c'est ça qui joue un rôle très, très négatif quand il y a une absence d'alliance parentale. Et justement, Antoine Guédenet, on en parlait tout à l'heure avec les trois aspects de l'attachement. Au fond, on sait très bien que lorsque il y a eu des parents suffisamment bons, pour reprendre une expression bien connue, on a des chances d'avoir un attachement sécure, et donc on va avoir des relations amoureuses à peu près, on va dire... je ne sais pas quel mot utiliser d'ailleurs, parce que correct... confortable. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui énormément... Enfin, moi, je parle d'amour tous les jours. On voit énormément de couples qui ne fonctionnent pas bien, de gens qui se séparent... enfin, et ça vient... Est-ce qu'on pourrait pas dire que actuellement, peut-être, les couples parentaux n'ont pas tout à fait leur travail, ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça ? J'ai toujours beaucoup de mal avec les généralisations. Je sais bien, mais... Je crois qu'il y a des choses qui marchent très très bien. Mais heureusement. Heureusement. Et je suis frappé de voir des jeunes parents qui se débrouillent vraiment formidablement, alors qu'ils ont beaucoup moins d'aide que nous en avions reçu
dans les générations précédentes. Ah bon? Ils ont beaucoup moins d'aide? Ouais, pourquoi vous beaucoup dites moins. ça? Expliquez-nous. D'une part parce que il y a l'appauvrissement des générations. Les grands-parents sont peut-être moins là. Les grands-parents aussi. sont beaucoup moins là. On a beaucoup moins d'argent. Les familles sont un petit peu dispersées. Voilà, pour les modes de garde et des choses comme ça. Donc et puis le niveau de stress. C'est difficile de trouver des crèches. Voilà. Parfois. Les places, oui. Et le niveau de stress que rencontrent les jeunes parents est bien plus important que ce qu'on avait avant. Ah oui. Et puis c'est difficile d'interdire à son jeune enfant d'avoir son téléphone trop tôt. Enfin, il y a une lutte aussi permanente. Enfin, moi, c'est ce que j'entends, une lutte permanente entre son enfant qu'on veut quand même essayer de mettre dans des rails pour pas qu'il passe des heures à regarder je ne sais quoi. Et puis ses copains qui, eux, ont droit... Exactement. Mais qui fait usage de son père, si je peux me permettre de poser une question? Bien sûr, du bon usage des pères. Parce que il est provocateur, votre titre. Usage, comme si on utilisait un outil ou quelque chose comme ça. Je pensais à Feu Guy Corneau qui avait écrit un livre qui s'appelait Père manquant, fils manqué, qu'évidemment vous connaissez. Oui. Et pourquoi du bon usage? Qui use du père? L'enfant? Et les mères. Ah, les mères. Je crois que c'est pas moi qui ai trouvé le titre, d'ailleurs. Je le trouve très bon et je le prends. Oui, parce qu'il est provoqué, il est intéressant, il interpelle. Et c'est les compagnes, c'est les femmes, c'est les mères qui se servent plus ou moins bien de leurs compagnons. Oui, parce que c'est terrible quand on décribilise le père pour l'enfant, c'est terrible. Oui, par exemple. En particulier pour les garçons. Pour le garçon surtout. C'est ce que disait Guy dans Père manquant. Si tu parles mal du père, si la mère parle mal du père, mais le problème est souvent là aussi. Moi, la question que je voudrais vous poser, parce que je ne connais pas très bien, beaucoup disent cette expression couple parental, même quand ils sont séparés, les parents restent un couple parental, n'est-ce pas? C'est bien ça. On peut ne plus être un couple, ni amoureux, et rester un couple parental. Et on reste les parents de cet enfant jusqu'à la fin de nos jours. Et ça, c'est un truc très important qu'on voit en pratique. C'est-à-dire que les gens se séparent, leur histoire amoureuse est terminée, mais leur histoire d'attachement de l'un à l'autre, elle n'est pas terminée. Absolument. Et c'est ça qui explique que très longtemps, des couples, règlements de compte. Il y a des règlements de compte et il y a aussi de l'appel à l'autre dans des circonstances, tout ça. Ce qui peut être vécu par l'autre, en général par l'homme qui est parti pour aller épouser une plus jeune, qui est vécu par l'autre comme par l'ex-mari comme une façon de vouloir le récupérer. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Moi, j'ai un petit exemple tout bête à donner. Une de mes copines qui est avec un homme qui a eu 2 enfants avec une autre femme, l'autre jour, elle en a été malade parce qu'il mettait la carte grise de la nouvelle voiture qu'il venait de s'acheter au nom de son ex-femme. Non, de lui et de son ex-femme. De lui et de son ex-femme. Et elle ne le supportait pas. Et je lui disais, mais attends, c'est ridicule. Mais on voit bien l'attachement dont vous parlez. Quelque part, c'est ça, ça fait un lien qui, jusqu'à la mort, d'avoir fait un enfant avec quelqu'un. Oui, c'est un lien. Et tant mieux d'ailleurs, ce lien, parce que parfois on a des pères qui disparaissent, ou des mères, mais c'est moins fréquent. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que vous parlez de la colère de l'enfant quand il a 4-5 ans et que souvent ça cache un sentiment d'injustice, ça cache quelque chose. La colère, c'est un sentiment vraiment très important pour nous en psychopathologie. Mon épouse en parlerait bien mieux que moi, mais c'est une émotion qui est très liée à l'attachement. On n'est jamais en colère. Un enfant en colère, il y a un problème d'attachement. C'est très fort ce que vous dites. Enfin, moi, ça m'a parlé. Absolument. On n'est jamais en colère vis-à-vis de quelqu'un avec qui on n'a pas de lien affectif. Mais il y a aussi des pères très colériques. Colérique, c'est une autre affaire. Ça, c'est du tempérament. C'est le fait d'être explosif, c'est le fait d'avoir le fusible court. Et la colère de l'enfant est toujours liée à ce que vous dites là. De l'enfant ou de l'adulte, c'est autre chose. C'est vraiment c'est lié à quelque chose qui a été endommagé dans la relation. On est en colère et ça veut dire tu peux pas me faire ça. À la position où nous sommes, toi et moi, tu ne peux pas faire ça. Et la saine colère, c'est quelque chose qui est fait pour ramener l'autre à de meilleurs sentiments. Pourtant, les Romains disaient que c'était une folie passagère, parfois, la colère. Je ne connais pas le romain dont vous parlez. Je parle des antiques. Moi, je ne connaissais pas ça. Non, mais on a le droit d'être un petit peu en colère, mais pas contre quelqu'un. D'être hors de soi, oui. Ouais. Ça, c'est une folie. Mais la colère,
c'est parfois très très lucide, au contraire. C'est ce qui vous permet de... C'est vous le clinicien. Ah non, mais ça c'est des choses que nous partageons. Mais ce qui est important aussi, on parlait tout à l'heure de la mère qui va dire du mal du père, et quand elle abaisse le père aussi, ça va abîmer l'estime de soi du fils. Et réciproquement. Et donc ça, c'est important aussi de le signaler pour les femmes. Bien sûr qu'on a le droit de quitter le père de ses enfants, mais essayons de ne pas en faire un tableau trop désastreux. Absolument. C'est pour ça que je disais à mes collaborateurs, à mes amis avec qui j'ai travaillé longtemps, je leur disais, mais au fond, et aux internes, au fond, l'art du pédopsychiatre, c'est de faire parler les gens dont on vous dit pique-pendre, de faire venir les absents, quoi. Et j'ai souvent pris ma plume pour écrire à un père, plus souvent qu'à une mère, mais c'est aussi arrivé dans l'autre sens, mais beaucoup moins souvent, pour lui dire, sachant tout l'intérêt que vous portez à votre fils, enfin j'en sais pas grand-chose, mais je suppose que c'est vrai, j'aimerais beaucoup parler de lui ou d'elle avec vous, si vous voulez, ceci, cela. J'ai toujours eu des réponses. Ça, c'est bon signe. Ça prouve bien que, quelque part, les pères, même s'ils sont partis, ils sont partis, ils se sentent conscients d'être pères. Ils pensent qu'ils ne comptent plus, ils pensent qu'ils ont été humiliés, rejetés. Il faut qu'ils reviennent, et il faut qu'ils se signalent, fassent entendre. Oui, mais moi j'ai parfois des auditeurs qui appellent et qui mettent un combat fort pour essayer de pouvoir revoir leurs enfants, et c'est pas simple non plus. Et ce que vous me dites, docteur, me fait penser un jour que j'étais à Prague. J'allais évidemment visiter la maison de Kafka. Quand tu vas à Prague, forcément, c'est un des passages obligés. Et franchement, lui, il avait une relation à son père quand même qui était à pas piquer des hannetons. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Les lettres. Elle est magnifique, La lettre au père, n'est-ce pas? Ah, il en parle dans le livre. Oui. Moi, je n'ai pas lu votre livre, malheureusement. Je vais le lire, je m'empresser. Mais oui, c'est fort, La lettre au père, n'est-ce pas, docteur? C'est magnifique. C'est une des choses les plus... Vous pourrez lire le livre, avec Christophe. Alors, vous dites aussi qu'il faut dire la vérité à l'enfant sur ses origines. Ça, c'est important aussi de le rappeler. Surtout qu'il la connaît. Déjà, les enfants savent toujours tout ce qui les concerne. C'est fou, ça. C'est cette sorte de secret qui est deviné par l'enfant. Ils nous écoutent en permanence, surtout quand on croit qu'ils n'entendent pas. C'est des éponges, oui. Ce sont des éponges et c'est des analyseurs en permanence. Donc, ils trouvent autant leur dire la vérité. Et puis, j'aime bien, parce que vous insistez, et je le rappelle, parce que c'est aussi un combat que je trouve important aujourd'hui, par rapport à la question du genre, évitons tout traitement hormonal avant 16 ans. C'est bien de le signaler. Je pense que c'est notre responsabilité à nous parents et professionnels, mais à nous parents de protéger nos enfants vis-à-vis de choses qui soient irrémédiables. Irréversibles. Et puis, l'adolescence, c'est une période de changement intense, comme la petite enfance. Et de rébellion, de désir d'autre, bien sûr. Et on est dans le torrent de la vie, on va devenir un être sexué et c'est bouleversant. Mais l'idée qu'on pourrait suspendre ça est illusoire, parce qu'on ne suspend pas le travail psychique de l'adolescence. Le temps ne se suspend pas. Mais simplement, l'idée qu'on suspendrait la puberté et que ça permettrait, tu verras plus tard et tu pourras choisir, me semble une illusion lourde de conséquences négatives. C'est un très joli livre. Merci Antoine Guédenet d'être venu nous en parler. Ça s'appelle Du bon usage des pères. C'est aux éditions Odile Jacob. On fait une petite pause et on se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons conclure en musique avec Christophe Médicis. Je précise que si vous avez envie, il y a une conférence mardi prochain à 19h30. Christophe Médicis vous propose de découvrir votre mission de vie grâce à la mélothérapie. C'est une soirée donc où il présentera à la fois son nouveau livre, mais il vous aidera également à comprendre qui vous êtes. Et Christophe propose 5 places à ceux qui nous écoutent. Donc vous serez invité si vous avez envie. Allez sur le site christophemedici.com si vous voulez en savoir plus. Bonjour Charles. Bonjour Brigitte et bonjour Christophe. Bonjour Charles. Merci de m'accueillir à l'antenne. Mais je vous en prie, c'est un plaisir. Et vous allez nous dire quelle est votre chanson culte. Alors, moi j'ai une chanson qui est vraiment coup de cœur et qui me rappelle en fait un beau souvenir, presque un peu triste et mélancolique, mais il s'agit de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Ah oui. C'était l'album 2 que lui avait fait Goldman. Exactement, oui.
L'album le plus vendu de tous les temps, hein, en France. Non, l'album francophone Ouais. le plus vendu au monde. Au monde. Ouais. Plusieurs millions, 2 millions, je crois. Oui, francophone, hein, ce qui est pas. Oui, francophone, mais c'est quand même énorme. Oui, Ouais. Bien sûr que c'est énorme. C'est énorme. Mais on peut dire ce qu'on veut de Céline Dion, mais c'est quand même. Mais c'est une très grande chanteuse, immense. Et le binôme avec Goldman, qui a dû l'écouter des heures pour lui sortir des chansons sur sa vie, quoi. C'est beau. Et alors, je trouve... qu'est-ce qu'elle vous dit, cette chanson, pour vous? Alors, déjà, juste avant, je voudrais juste faire un petit clin d'œil à Céline Dion, parce qu'en fait, j'ai vu qu'elle était malade, et c'est vrai que ça m'a un peu touché. Ça va un peu mieux. Ça va un peu mieux, oui. Mais voilà, donc en fait, moi, c'est un souvenir de... C'est un peu, toujours pareil, on va dire, c'est un souvenir de jeunesse. Moi, j'étais en école, c'était une école un peu particulière, parce que c'était une école militaire. On y reste longtemps. Oui. Et quasiment 2 ans. Donc on a le temps de connaître plein de monde, voilà. Et si vous voulez, dans le programme de formation, on se retrouve en groupe et il y a toujours une fille dans le groupe sur qui vous flashez un peu. Donc moi c'était ça. Et coup de chance ou pas, je sais pas si c'était le hasard ou pas, j'en sais rien. Mais on s'est retrouvés en binôme en fait pour faire des travaux pratiques et autres, hein, sans arrière-pensée. Voilà, et ça nous a rapprochés, sauf que c'est arrivé un peu tard, étant donné que c'est arrivé juste avant la fin de l'école et avant la mutation. Donc forcément on s'est fréquenté, mais on s'est quitté juste à la fin de l'école. Et au moment où je suis parti en fait de cette école, on prend toutes ses affaires et on laisse tous les souvenirs et on quitte cet endroit avec tous les souvenirs qu'on peut y laisser. Hein. C'est intense. Et au moment où je pars, il y a cette chanson qui passe. Alors, 1995, Charles. Ouais, 1995, moi c'était un peu plus tard, l'école, c'était en 98. Mais... Ouais, 1995. Et vous entendez cette chanson au moment où vous partez Au moment où je pars, elle passe à la radio. Et il faut savoir que dans ce clip, Céline Dion est faciès avec les cheveux courts et c'était exactement ça ressemblait à la femme. Énormément, ouais, exactement. Et je vais pas dire que j'étais en larmes, mais c'était on l'entend déchirement. Ouais, on l'entend l'émotion dans votre voix quand vous nous dites ça. Ouais. C'est ça. Et donc, pardon. Oui. Ouais, on entend bien. Et donc vous avez cette chanson qui fait écho à ce que vous auriez pu lui dire ou ce que vous ressentiez. Ouais, exactement. C'est on s'est fréquenté, mais c'était trop court. Et puis en fait, l'éloignement a fait qu'on s'est plus vu quoi. Et c'était émotionnellement, c'était intense. Et puis, vous savez, quand vous écoutez cette chanson, Céline Dion, on aime, on n'aime pas, peu importe. Mais elle a une voix intense et elle porte une émotion dans cette chanson. Mais surtout que c'est pour René et qu'elle dit qu'elle ferait n'importe quoi pour que l'amour dure longtemps. C'est ça la chanson. Hein, et même si tu vas avec d'autres, tu n'iras pas avec d'autres, tu resteras avec moi, je ferai tout pour que tu restes avec moi. C'est ça la chanson, Charles. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais après, on peut le transposer à n'importe qui. Et puis quand on regarde des fois, moi, je suis tombé sur un concert de cette chanson-là à la télé là. Ouais, on voit que ça transcende un peu tout le monde là. Tout le monde est, je vais pas dire aux larmes, mais Charles, vous nous touchez beaucoup. J'ai envie de vous offrir découvrir sa mission de vie et voyez les chansons. Ça vous plairait? On vous l'offre? Ah ben si, ouais. Allez, je le laisse à la régie et puis on vous l'envoie, d'accord, hein? Ok. On vous envoie. Christophe vous envoie le livre. C'est vrai qu'on a entendu dans votre voix toute l'émotion que vous avez dû ressentir à ce moment-là. Et ben merci de nous l'avoir fait partager. Merci Charles, merci vraiment. Et on a vraiment envie de vous offrir le livre, vraiment. Christophe vous offre son livre, donc découvrir sa mission de vie par la mélothérapie aux éditions La Nord. Comme ça, vous pourrez dire toutes les chansons que vous aimez bien et vous en saurez plus sur vous.
Voilà. Ben, merci Charles. Merci Charles, merci vraiment. Pour ce moment d'émotion, merci beaucoup. Et bien merci Christophe. Merci Médicis. Brigitte, c'est encore une très belle émission. Je suis très touché par. Oui, mais je crois que si vous avez un petit peu de temps ce week-end, eh ben voyez, réfléchissez aux chansons qui vous ont marqué. Ça vous permettra de faire une petite thérapie, comme vous le disiez tout à l'heure, Christophe Médicis. Merci beaucoup. Lundi, on sera avec Michel Odoul. On va parler du foie, le foie qui est souvent en relation avec la colère, je crois, mais on en saura plus lundi. Et tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delovan.